Soyez toutes et tous bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour réconcilier les humains avec les vivants. Soyez toutes et tous bienvenus dans cette série dédiée aux lauriers de la régénération, développée avec l'association Nous sommes vivants. Les lauriers de la régénération, c'est un dispositif qui vise à mettre en lumière les initiatives pionnières en matière de pratiques régénératives. Au fil de ces interviews, vous allez voir que passer de la prédation du vivant à sa régénération, ça existe déjà, ça marche, c'est rentable et pérenne, et c'est bourré d'innovations et d'effets collatéraux à impact positif. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, avec Vincent Kraus, cofondateur de FEV, comment nous pouvons financer une agriculture régénératrice et vertueuse. En effet, grâce à l'épargne citoyenne, FEV finance des fermes pour favoriser l'installation d'une nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs. C'est un projet vertueux qui favorise la transition écologique et la mutation de l'agriculture conventionnelle vers l'agroécologie. Vincent Kraus, qui est l'un des 3 fondateurs de FEV, explique l'émergence et le fonctionnement de FEV, les critères de sélection des projets, les modes de distribution de ces fermes bio et les nouveaux projets menés par FEV. Vincent partage aussi avec nous quelques belles aventures de fermes bio en agroécologie. C'est un projet qui donne la pêche et auquel nous pouvons tous participer. Un épisode qui fait du bien. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast Entre là sont pour toi. Très bonne écoute, Entre là! Bonjour Vincent, je te remercie beaucoup d'être avec moi et avec nous aujourd'hui sur le podcast Entre là pour les lauriers de la régénération. Alors tu as monté FEV, on va en parler dans un instant, ça n'a rien à voir avec les galettes des rois. Quoique, avec tout ce que vous faites, il y a peut-être de quoi retrouver tous les ingrédients pour en faire. On va parler ensemble d'agriculture régénérative, d'agroécologie, de ce que vous mettez en œuvre pour la soutenir. Juste avant qu'on se lance dans ces sujets, est-ce que tu veux te présenter de manière à ce qu'on fasse tous connaissance, Vincent? Ouais, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Vincent, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière dans la banque, que j'ai quittée pour monter une première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées, que j'ai cédée à une mutuelle quelques années après, au bout de 8 ans. Et suite à cette première activité entrepreneuriale, j'avais très envie de me relancer dans une autre activité entrepreneuriale, mais qui a un rapport direct avec l'environnement. Je me suis intéressé à pas mal de sujets et assez vite, je me suis focalisé sur l'agriculture qui, on pourra en discuter, fait face à de nombreux enjeux et de nombreuses problématiques environnementales et sociales. Et suite à cet intérêt, j'ai rencontré mes 2 associés avec qui on a décidé de lancer FEV. Et puis sinon, à côté de ça, j'habite à Bordeaux. Puis j'ai deux petites filles qui sont en jeune âge, qui ont 7 et 9 ans. Tu vas nous expliquer en quoi consiste FEV, qu'est-ce que vous offrez, mais déjà, à quel besoin vous répondez, pourquoi c'était vraiment indispensable que vous apparaissiez. Ouais, alors en fait, quand on s'est intéressé, on s'est retrouvé avec mes associés Marc et Simon. L'enjeu principal auquel on voulait répondre, c'est l'accélération de la transition agroécologique. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture fait face à de nombreux enjeux. Aujourd'hui, c'est 20 à 25% des gaz à effet de serre qui sont émis par le secteur agricole. Le secteur agricole a un énorme impact sur la biodiversité. Ce qu'on peut voir à travers la disparition de nombreux insectes, avec 70% des insectes qui ont disparu en 30 ans en Europe, et qui est essentiellement lié à l'usage de produits phytosanitaires et puis à la simplification de l'agriculture qui tend vers de la monoculture et la disparition des haies qui font disparaître tous les habitats pour les insectes et les différents animaux. Et puis, l'agriculture a aussi un impact énorme sur l'eau, à la fois l'usage de l'eau, puisque c'est 60% à peu près de la consommation d'eau douce en France, et d'éventuelles pollutions qu'on peut retrouver dans les nappes phréatiques, comme on entend parler pas mal en ce moment. Euh, et, euh, et donc, c'est un peu ce qui nous a poussés tous les 3 à s'intéresser à cette transition agroécologique. Et puis, en s'intéressant à ce qu'on pouvait faire en France, on s'est heurté à un sujet générationnel, puisqu'on a aujourd'hui la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite. Et, euh, et donc, on s'est dit que
bah, c'était intéressant de s'intéresser aux personnes qui les remplacent. Et en s'intéressant à ces personnes-là, on s'est rendu compte qu'il y en a de plus en plus qui ne sont pas des enfants d'agriculteurs. C'est aujourd'hui à peu près 2 tiers des personnes qui cherchent à s'installer. Et donc, on a essayé de comprendre quels étaient les freins à leur installation. Et un des principaux freins à leur installation, c'est l'accès au foncier et le financement du foncier. Et donc, bah, finalement, pour répondre un petit peu à ces enjeux de financement du foncier agricole, pour permettre ces installations, donc cet enjeu de renouvellement des générations et cet enjeu de transition agroécologique, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller faciliter ces installations en organisant le financement du foncier pour permettre des installations de projets plus vertueux pour l'environnement parmi les nouvelles installations. Donc c'est comme ça qu'on a été amené à créer FEV, qui a un fonctionnement assez simple, hein, qui est une foncière qui achète des terres agricoles pour ensuite les mettre à disposition de personnes qui ont un projet en agroécologie sous forme de location avec option d'achat. Et peut-être pour finir la boucle, en fait, comment on finance cette foncière, c'est que on s'est rendu compte aussi qu'en parallèle de tout ça, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à utiliser leur épargne de manière plus vertueuse d'un point de vue social, environnemental ou les deux, et qui savent pas trop comment faire. Parce que c'est pas facile de savoir exactement comment est utilisé l'argent qu'on investit ou qu'on épargne à gauche ou à droite. Et c'est souvent assez abstrait ou très indirect. Et donc là, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose qui soit à la fois direct, qui ait un impact et qui soit relativement peu risqué, puisqu'investir dans des terres agricoles, c'est investir dans un actif tangible euh, bon, qui a une valeur qui a progressé assez régulièrement avec assez peu de volatilité. Et donc cette foncière, aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est financée essentiellement par des citoyens qui investissent entre 500 euros et plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains qui ont envie de faire quelque chose de chouette avec leur épargne, sans prendre trop de risques, et avec une attractivité financière aussi qui provient de certains dispositifs fiscaux qui permettent d'avoir une réduction d'impôts, ce qui rend les choses plus attractives pour les investisseurs. Hmm. Et donc, euh, et donc voilà, alors après, juste pour donner quelques chiffres, on a commencé en 2020. Aujourd'hui, on a financé une quarantaine de fermes euh, de taille plutôt moyenne. Ça veut dire Et quoi, plutôt moyenne? Ça ouais, veut plutôt dire moyenne, en fait, c'est Hmm. la taille moyenne d'une ferme en France, c'est 70 hectares, avec de grands écarts, parce que enfin, selon l'activité que tu fais, en maraîchage, tu peux te débrouiller sur moins d'un hectare. En grande culture, c'est difficile de faire des choses à moins de 100 hectares, sauf si tu fais de la transformation. Et puis après, il y a des fermes, souvent en polyculture et élevage, qui sont entre 100 et ouais, entre 80 et 200 hectares. Et donc nous, on est plutôt dans cette moyenne-là, puisque les fermes qu'on a financées sont en moyenne aux alentours de 65 hectares. Et donc on en a financé une quarantaine pour à peu près une soixantaine de porteurs de projets qui sont installés, un peu plus de 60, puisqu'on a parfois un agriculteur ou une agricultrice, et parfois deux, parfois trois, qui s'installent sur chacune de ces fermes. En moyenne, on est à 1,8, je crois, personnes par ferme installée. Et pour financer tous ces projets, alors avec une progression assez rapide, puisqu'on en avait financé 5 sur les 18 premiers mois, 11 en 2023, et puis en 2024, on en a financé presque une vingtaine, et on vise une trentaine de projets cette année. Et pour que des particuliers puissent financer ces projets, vous passez par une banque, une organisation, ou est-ce que vous opérez en direct? Non, on fait ça en direct, Hmm. ça se passe sur notre site. En fait, on s'était pas mal posé la question à un moment donné. On avait hésité à passer par des plateformes de crowdfunding Hmm. type Lita Ouais. ou d'autres. Et en fait, on a décidé de le faire sur notre site. Ça permet d'éviter certains coûts financiers. Et donc, on arrive à le faire assez bien sur notre site et on n'a pas besoin de passer, d'un point de vue réglementaire, on n'a pas besoin de passer par une plateforme de crowdfunding. Et donc, on a géré un petit peu tous les déclarations auprès de l'AMF. Et l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, pour pouvoir justement faire de l'offre au public de titres financiers, donc pouvoir ouvrir l'épargne aux particuliers en direct. Ouais, vous êtes donc à l'interface entre des gens qui ont envie de peut-être de céder leur patrimoine, des gens qui ont envie de s'engager dans l'agriculture, dans l'agroécologie et qui n'ont pas les financements et peuvent pas la famille pour ça, et puis des gens qui ont envie de financer des projets pour que le monde soit plus vertueux. Ça fait un joli rôle d'intermédiation.
Ouais. Dans les projets que vous avez montés, que vous avez pas montés, dans les projets que vous avez accompagnés, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché? Tu trouves qu'ils ont eu particulièrement d'impact? Ou est-ce qu'il y a quelques belles histoires que tu as envie de partager avec nous? Ouais, on commence à avoir une équipe qui s'étoffe, donc je connais peut-être de moins en moins bien les projets spécifiquement. Donc ceux dont je vais parler, c'est des projets, ça fait partie des projets que j'avais suivis d'un peu près. Mais moi, j'ai beaucoup aimé certains projets, en particulier ceux parce que je trouve que ça a beaucoup de sens et ça fait partie d'ailleurs de la charte qu'on a mis en place, c'est ceux où il y a pas mal de diversification. Et souvent, des projets où on essaie de créer une certaine synergie entre euh, des cultures végétales et l'élevage. Et en particulier, j'ai en tête un projet dans la Creuse qui était déjà un projet assez chouette mené par le cédant qui a cédé sa ferme. Donc c'est une ferme qui est assez grosse pour le coup parce que c'est presque 300 hectares avec une grosse diversité de cultures, des cultures végétales. Donc, il fait du sarrasin, du quinoa, du petit épeautre, de la moutarde, donc différentes cultures assez variées, du colza aussi. Et puis, euh, et puis un petit peu d'élevage avec des animaux qui sont vraiment là, j'ai envie de dire comme des auxiliaires agronomiques, c'est-à-dire que bah, ils vont, c'est des bovins qui vont pâturer les parcelles lorsqu'il y a des rotations de culture et qu'il y a des cultures qui ne sont pas faites pour l'alimentation humaine. Euh, et, euh, et ils vont également se nourrir de certains coproduits de production végétale. Par exemple, ils font du colza, ils font de l'huile, et donc ils utilisent les tourteaux de colza qu'ils récupèrent pour nourrir également leurs animaux. Donc il y a une vraie réflexion un peu systémique sur cette ferme, qui va encore beaucoup plus loin, puisqu'il y a euh, il y a beaucoup de haies sur la ferme, un petit peu de bois autour des terres. Et en fait, ils utilisent ces haies et ces bois pour récupérer du bois, enfin, fabriquer des pellets pelés qui sont utilisés pour venir servir un séchoir à bois, qui est un séchoir qui fonctionne avec du bois et qui permet de sécher les céréales. Alors qu'en général, dans la majorité des exploitations agricoles, souvent on voit des séchoirs qui fonctionnent avec du fioul. Donc il y a vraiment toute une réflexion que je trouve hyper intéressante sur cette ferme qui avait été menée par le cédant qui a cédé sa ferme il y a 2 ans maintenant. Et en fait, il avait beaucoup de mal à trouver des repreneurs qui n'avaient pas envie enfin, qui avaient envie de reprendre la ferme telle qu'il l'avait montée, sachant qu'en plus d'un point de vue financier, ça marchait très bien. Mais la plupart des gens qui s'intéressent à ces grosses fermes, c'est souvent pour essayer d'aller vers des pratiques beaucoup plus simples, ce qui va pas forcément dans le bon sens d'un point de vue environnemental. Et donc, on l'a un petit peu aidé à trouver des repreneurs qui ont repris la ferme, qui sont installés, qui ont même continué à diversifier. Ils sont en train de développer un atelier pour produire des pommes de terre. C'est eux qui ont commencé à produire de l'huile parce qu'avant, il n'y avait pas de transformation sur la ferme et donc ils produisent de l'huile aujourd'hui. Donc, ils sont deux à s'être installés, sachant qu'il y a aussi 2 salariés sur la ferme. Donc, je trouve ça, en tout cas, c'est un des projets que je trouve assez intéressant parce que il y a une vraie réflexion un peu écosystémique sur la ferme. C'est une ferme en plus qui fonctionne bien d'un point de vue économique. Et puis ça montre qu'on peut faire ça sur des fermes relativement grosses, puisque donc là, entre les 2 salariés, les 2 associés, ils sont 4 à travailler sur 300 hectares, ce qui est quand même une taille quand même assez conséquente. Mais on voit qu'ils font des trucs vraiment super. Et ils ont, même dans la distribution, il y a une vraie réflexion avec des partenariats, de façon à réduire les circuits de distribution. Par exemple, ils vendent de l'orge à une personne qui fait du whisky. Ils vendent le sarrasin, ils le vendent directement à un producteur qui fait des galettes de sarrasin. Donc voilà, donc tout ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment un super bel exemple de ce qu'on aimerait voir un petit peu partout. Et donc j'aime bien parler de ce projet-là.
C'est une route qui se dessine là sous mes pas, sous mes yeux. C'était mon dernier jour à l'usine, et dans la chaleur et le bruit, je n'ai vu que du feu. Je veux marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter qu'à la faveur de la lune. Ouais, c'est un beau projet. Et puis, ça me pose la question de comment ils distribuent après. Est-ce que c'est en Biocop, en AMAP, en circuit court, autrement? Et avant ça, comment est-ce que vous sélectionnez vos projets? Quels sont vos critères? Est-ce que vous avez une charte spécifique? Ouais, en effet, enfin, la raison pour laquelle on s'est lancé, c'était de financer des projets qui sont vertueux pour l'environnement. Quand on parle d'agroécologie ou d'agriculture régénérative, vous allez trouver autant de définitions que de personnes qui en parlent. Et puis en plus, il y a plein de notions qui se mélangent un petit peu, agroécologie, agriculture bio, agriculture de régénération, agriculture de conservation des sols. Donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et il y a plein de bonnes choses dans chacun de ces noms-là. Mais donc on a préféré définir un petit peu une charte qui définit les principes dans lesquels les fermes doivent être exploitées pour pouvoir être financées par la foncière. Ça permet de fixer un cadre un petit peu. Et ce cadre, on a décidé de le fixer autour de l'agriculture bio, en essayant d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y a pas mal de d'autres critères qui nous semblent importants et qui sont des critères qui vont se rapprocher de l'agriculture de conservation des sols, par exemple, qui ne sont pas pris en compte dans l'agriculture bio. Et donc, la charte, elle est disponible sur notre site, mais ce sur quoi on se base principalement, c'est donc le label bio, d'abord. Ensuite, c'est le fait de conserver ou de créer des infrastructures naturelles sur la ferme à hauteur de 10% des surfaces. Donc, quand je parle d'infrastructures naturelles, c'est des haies, des bois, des points d'eau, des prairies permanentes. Et le troisième point important, c'est la diversification des productions, où on demande à ce qu'il y ait une certaine diversification des productions, parce qu'on est convaincu que cette diversification, elle est importante à la fois d'un point de vue agronomique et d'un point de vue euh, résilience aux aléas, que ce soit les aléas de marché ou les aléas climatiques. Donc, c'est les principaux éléments importants. Après, on a des éléments sur la distribution où on essaye plutôt de favoriser des projets qui vont vers de la distribution en circuit euh, court et avec de la transformation autant que faire se peut sur la ferme parce qu'on est convaincu que ça leur permet de générer des marges plus importantes et donc de mieux s'en sortir d'un point de vue économique. Et donc ça a un intérêt assez intéressant, enfin voilà, c'est assez intéressant en tout cas d'aller vers des projets qui vont vers cette distribution avec des circuits un peu plus raccourcis. Les circuits courts, c'est les AMAP, c'est éventuellement des Biocop ou... Si, ça fait partie des Mhm. circuits courts. Après, en fait, il y a la définition pour moi de circuit court, elle est quand même assez élargie. C'est-à-dire que c'est réduire les intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Et, euh, et donc, vendre en AMAP, c'est un des circuits courts les plus connus qui est vraiment très court, puisque c'est vraiment direct producteur-consommateur. Mais même s'il y a un intermédiaire ou voire deux intermédiaires, je considère que ça reste aussi des circuits courts. Donc il y a plein de moyens de vendre en circuit relativement court. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, moi je considère que quand ils vendent de l'orge directement à un producteur de whisky, c'est déjà une sorte de circuit court, parce qu'il n'y a qu'un intermédiaire finalement entre le consommateur et eux. Et donc c'est un peu vers ça qu'on essaie de les pousser quand c'est possible. Et d'ailleurs, je dis qu'on essaie de les pousser, mais ils ont souvent envie de déployer et développer des circuits courts. Après, la difficulté, c'est de s'occuper de ça en plus pendant l'installation. Il y a plein de choses à faire au Oui, moment de parce que c'est un l'installation. autre métier en même temps. C'est un autre métier, ouais. Et déjà, Donc, agriculteur, c'est un boulot de dingue tout le temps. ouais, c'est ça, c'est compliqué. Donc souvent, ça se fait dans un deuxième temps, mais il y en a pas mal qui, là, on essaie de regarder un petit peu quelques indicateurs chaque année.
Et, euh, et alors qu'ils sont installés la plupart depuis assez peu de temps, on a plus de 50% de leurs produits qui sont vendus en circuit court aujourd'hui. On est aux alentours des 60%, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est peut-être d'autant plus intéressant qu'a priori, il y aurait une clientèle plutôt fidèle hein, autour des AMAP, des circuits courts, des biocoop, etc. Alors que le bio des grandes surfaces serait plutôt en retrait, si mes informations sont bonnes. Ouais, alors ouais, après sur les circuits courts, en fait, les gens font un peu moins attention au label parce que, enfin, en tout cas, quand ils achètent directement au producteur, parce que ils ont la possibilité de discuter avec lui, de comprendre un peu quelles sont ses pratiques et ça crée une confiance. Oui, il y a euh, les marchés aussi qui sont les circuits courts, oui. Ouais, tout à Mm. fait. Qui fait que les labels sont un peu moins importants peut-être dans ces cas-là. Euh, Même si moi je suis convaincu que ça reste important malgré tout. Et sinon sur le marché, en effet, le marché de la bio a souffert pendant 2 3 ans, commence à retrouver un peu des couleurs, en particulier dans les magasins spécialisés. Ça repart hein, sur les biocoop et sur les autres magasins spécialisés bio. Dans les grandes surfaces non spécialisées, c'est pas complètement reparti. Donc, j'espère que ça va repartir un petit peu. Mais déjà, le fait que ce soit reparti dans les magasins spécialisés fait quand même du bien à la demande. Et ça veut dire qu'il y a un panel de gens qui sont les clients de tes propres clients et qui sont peut-être même les financeurs de ces projets. Ou Ouais, en tout cas exactement. qui sont dans la naissance. Aujourd'hui, vous travaillez avec des personnes qui veulent s'installer, avec des personnes qui veulent bien financer ces beaux projets. Et vous faites encore d'autres choses hein, avec un appel à manifestation d'intérêt. Est-ce que tu veux nous parler de ça et puis des innovations que vous avez suscitées en plus de vos presque deux activités, enfin qui se rejoignent, mais qui sont deux cibles de clients différents? Ouais, en fait, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de la Transition énergétique qui voulait essayer de faire quelque chose autour de l'agriculture avec un objectif vraiment sur la dimension énergie, en disant, parce que c'est à ça que servent aujourd'hui les certificats d'économie d'énergie, qui sont financés par les producteurs d'énergie que sont EDF, GDF ou Total, par exemple, et qui ont une obligation de financer des produits ou des services qui génèrent des réductions d'énergie. Et donc, il y a eu une volonté de faire quelque chose dans l'agriculture. On y a répondu en expliquant que dans l'agriculture, si on voulait avoir un vrai impact, il fallait regarder à la fois la consommation d'énergie directe, euh, où là, c'est principalement des carburants dans les tracteurs, euh, et la consommation d'énergie indirecte, où là, on a le gros, et ce qui représente 50% quand on regarde la totalité de la consommation d'énergie directe plus indirecte, c'est l'utilisation d'énergie pour produire des engrais de synthèse, qui sont des dérivés de gaz principalement. Et, euh, et donc, une façon de réduire ça, c'est d'accompagner les changements de pratiques chez les agriculteurs, puisque ce qu'on va chercher dans ces engrais de synthèse, c'est, pour simplifier, hein, c'est principalement de l'azote, azote qu'on retrouve dans l'air et qu'on peut aussi stocker dans les sols avec certaines cultures, en particulier des légumineuses. Et donc on a gagné cet appel à manifestation d'intérêt et enfin, ça nous permet finalement de financer l'accompagnement de 5000 agriculteurs qui sont déjà installés pour le coup. Là, on ne parle pas d'installation, on parle d'agriculteurs qui sont déjà installés. Et qui sont conventionnels, du coup, Ils ceux-là. sont conventionnels ou pas, mais c'est vrai que sur cette partie réduction des intrants, c'est forcément des gens qui sont en conventionnel. Mais en fait, de façon assez marrante, on a aussi des agriculteurs qui sont en bio et pour lesquels on peut travailler sur certains outils pour essayer de leur faire baisser la consommation d'énergie aussi. Alors là, on travaille plus sur la consommation d'énergie liée directe, qui est liée au fuel principalement. Mais donc, on a en tout cas récupéré de l'argent pour accompagner pendant 3 ans 5000 agriculteurs, avec principalement un accompagnement agronomique qui permet de les aider à aller vers des pratiques moins énergivores au sens large. Euh, Avec ce programme, on finance un petit peu de matériel aussi pour ces agriculteurs, justement pour accompagner ce changement de pratique qui nécessite parfois une modification ou changement d'équipement. Et on peut également financer un peu la transition, c'est-à-dire que ils vont peut-être changer d'itinéraire technique et dans ce cadre-là, ils vont peut-être parfois avoir des pertes un peu plus importantes que prévu. Et donc l'idée, c'est que s'ils ont des pertes qui sont pas anticipées alors qu'ils ont bien suivi le programme qui a été défini,
c'est qu'ils puissent récupérer une partie de cet argent de façon à les sécuriser cette période de transition. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé là, il y a 6 mois, avec d'autres acteurs, puisqu'on travaille avec Solagro, qui est une association euh, assez connue dans l'agriculture, qui est basée à Toulouse. Et on travaille également avec la Fédération nationale des CUMA, qui sont des coopératives qui partagent du matériel entre agriculteurs. Et donc, on a lancé ça, et là, on a pour l'instant déjà 1500 agriculteurs qui sont rentrés dans le programme, et on est en train de recruter les autres pour avoir les 5000 d'ici la fin de l'année. Oui, c'est chouette, ça fait rayonner votre action au-delà même des projets que vous financez. Ouais, exactement. Bah, c'est assez complémentaire finalement. Avec l'installation, on travaille plus sur le fait de permettre des installations plus vertueuses pour l'environnement. Et puis là, avec ce projet qu'on a appelé Fabacé, ben, ça permet d'accompagner les changements de pratiques chez d'autres personnes. Donc c'est assez complémentaire, et ça rentre complètement dans le cadre de la mission. Et donc on est assez content de pouvoir faire ces deux choses-là en parallèle. Ça, c'est aussi lié au fait qu'au départ, ce qu'on va peut-être redire pour nos auditrices et auditeurs, vous êtes 3 fondateurs, tous les 3 ingénieurs en agroécologie pour 2 d'entre vous. Ouais, c'est ça. C'est Il ça? y en a deux qui sont ingénieurs Mhm. agronomes. Donc c'est pas moi. C'est moi, je suis celui qui est plus éloigné à l'origine de l'agriculture, puisque je suis ingénieur généraliste. Et mes deux associés, Marc et Simon, sont en effet ingénieurs agronomes. Après, ils ont fait leurs études il y a longtemps. Il y en a un des deux qui s'était un peu éloigné de l'agriculture, puisqu'il avait travaillé dans le monde de la tech pendant quelques années. Et ça, c'est Marc. Et Simon, lui, était resté assez proche de l'agroalimentaire et de l'agriculture pendant les 20 ans qui ont suite à son diplôme. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais parler qu'on n'a pas encore évoqué ensemble? Peut-être juste pour en dire un tout petit peu plus sur FEV, c'est que là où moi je suis plutôt hyper content de ce qu'on arrive à faire, c'est au niveau de l'équipe qu'on a réussi à constituer. On a créé aujourd'hui, on est une vingtaine pour faire tout ce qu'on fait, avec des gens qui sont hyper impliqués. On essaye aussi au niveau de la boîte d'impliquer tout le monde, d'impliquer tout le monde dans les décisions qu'on prend et les choix qu'on fait. Parce que quand on fait ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que quand on travaille sur, euh, sur des domaines où on essaye d'avoir un impact social et environnemental, il y a plein de moments où on se pose des questions de faire ou de ne pas faire. Et on est sans arrêt à devoir refuser de faire des projets parce qu'ils ne sont pas complètement conformes à la vision qu'on a de l'agriculture ou de ce qu'on vise à long terme. Et donc, on n'arrête pas d'essayer de prendre ces décisions de manière collective avec tous les salariés. On a aussi un comité de mission avec lequel on tranche parfois sur certaines décisions, mais on le fait déjà beaucoup en interne, rien qu'avec les salariés. Et je trouve ça assez motivant en fait. Puis de voir que tout le monde un petit peu peut donner son avis, a des opinions qui divergent. Donc il y a pas mal de discussions qui naissent de ces échanges et qui sont assez chouettes, je trouve. Qui doivent être enrichissants pour vous tous et puis qui doivent sans arrêt élargir les perspectives parce qu'on est dans des mondes qui sont assez complexes. Puis il y a peut-être, c'est vrai que quand tu nous expliques le financement des projets, ça paraît simple comme ça, mais il y a peut-être des fois où il y a des frontières qui sont un peu ténues entre un projet qu'on va décider de financer, d'accompagner ou pas, et, Ouais, et ça doit c'est pouvoir donner de quelques débats. sans arrêt. C'est Mm. quasiment toutes les semaines. Mm. Ok. Ouais. Ben, merci infiniment, Vincent. Merci Gaël pour l'invitation. Mm. Merci à toi. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur Vincent Kraus, sur FEV, sur les lauriers de la régénération, sur l'association Nous sommes vivants, sur le podcast Entre-là, vous trouverez, comme d'habitude, des informations utiles dans la description de cet épisode. Et encore davantage sur le site entrela.org. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!